d'une personne connectée dont je ne citerai pas le nom puisque c'est quand même personnel, mais je cite sa question. Donc, mon père, dont il cite le nom, a disparu le 19 avril 62 à Oran, date déclarative selon ma mère, aujourd'hui décédée. Nous avons un jugement déclaratif de décès. Je souhaite savoir ce qui s'est passé réellement, ce qu'il est advenu de son corps, car nous n'avons pas de sépulture le concernant, suite aux travaux récents de M. Jordi. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Oui, est-ce qu'il donne le nom parce que... Bon. Pardon? Oui, on a son nom, oui. mais ça me gêne de le citer. Oui, non, mais je comprends très bien, mais... on a son nom, Je crois que, enfin, je pense que quand on a un nom comme ça, effectivement, il faut rechercher dans les archives si on trouve trace de ce nom. Parfois, ça arrive. Hein. Je citais tout à l'heure de nouvelles archives aux archives nationales outre-mer où des noms apparaissent que je retrouve dans ma liste et je me dis, là, il y a un dossier complet. Donc, il y a une enquête, donc on peut donner quelques indications à la famille. Mais parfois, on ne pourra pas, quoi. Alors, c'est pas... D'accord. Donc je dis à cette personne qu'il se rapproche de Colette nous, ou de moi, et puis si avec quelque chose, avec Jean-Jacques. Très bien. OK. Mais c'est vrai que si c'est vers le 19 avril. Voilà, après le 15 avril, en règle générale, ça amenait dans la partie qui est contrôlée complètement, la partie d'Oran qui est contrôlée complètement par la LN et la FLN, et puis c'est le Petit Lac. Ou le Sepcra Petit Lac. Bien sûr. Colette. Je voudrais apporter une précision à tout ce qui a été dit jusqu'à présent concernant les listes et ce travail méthodique. Un nom, un prénom, des fois 2 prénoms sont nécessaires pour arriver à déterminer la personne, la date de naissance, la date d'enlèvement et savoir qui fait la recherche. Nous avons mis au point un questionnaire que nous avons envoyé à toutes les familles dont nous avions les mails. Mais je vous incite à reprendre le journal de la MAFA où il y avait un questionnaire ou de nous écrire pour demander ce questionnaire. Plus on aura de précision, même 60 ans après, mieux ce sera pour continuer notre travail. Il est absolument indispensable qu'en face d'un nom de disparu, on puisse aussi mettre le nom d'une famille. Et ça nous aiderait pour avancer et pour répondre à un certain nombre de questions. Voilà. Très bien. Une question de M. Ibanez. Pourriez-vous, à un moment ou à un autre, nous fournir des précisions sur le film évoqué de Georges-Marc Benamou? Il parle du film sur les disparus, je pense. Écoutez, d'abord, je pense qu'il tourne beaucoup. Il faut rendre à Jean Bonneret, à Jean-Jacques Jordi, à tous ceux qui ont travaillé sérieusement et défendu des chiffres sérieux, tout hommage, car ils nous ont beaucoup aidés à ce film que vous devez trouver, monsieur, sur YouTube, j'imagine. Ça s'appelle Le Massacre oublié, Oran, le Massacre oublié. Et si vous ne le trouvez pas, on vous aidera à le visionner, bien entendu. Oui, écrivez-nous, monsieur. Écrivez-nous, on vous répondra. Oui. Voilà, en tout cas, c'est, je crois, le premier film et on s'est beaucoup battu. Ça a duré quelques années pour le faire accepter par France Télévisions. Et en tout cas, oui, je crois que c'est un travail sérieux qui, comme je l'ai dit, a quand même frappé les esprits et circule. Heureusement, c'est un film qui tourne et qui installe ce massacre oublié, nié, occulté. Enfin, je vous recommande de le voir. Très bien. Une question. Peut-on demander une commission d'enquête sur le site du Petit Lac avec recherche ADN? Donc là, je peux peut-être répondre avant Jean-Jacques. L'Algérie est indépendante et on ne peut absolument pas intervenir sur le territoire algérien sur ce genre de choses. Et vous connaissez la position du gouvernement algérien qui nie depuis 60 ans tout ce qui s'est passé là-bas concernant les pieds noirs. Justement, il faut se préparer pour la banque ADN. Jean-Jacques? Il est sûr que ce serait bien. Mais la France peut toujours demander. Aujourd'hui, force est de constater que l'Algérie, que le gouvernement algérien ou les gouvernements algériens depuis 1990 sont dans une position
enfin, une fin de non-recevoir de tout ce que la France pourrait demander concernant les disparitions, les massacres, etc. C'est non. C'est non parce que ça part de principes. Un, nous n'avons rien fait. Et deux, si on a fait quelque chose, on était dans notre juste droit. Et moi, je regrette en tant qu'historien, je ne suis pas moraliste, je ne suis pas curé, je n'ai pas à dire le bien et le mal, je n'ai pas à dire le droit et le juste parce que je ne suis pas juge. Mais là où on voit en fait de la justice, hein, reprendre les 130 ans de colonisation atroce de la France, etc. Hein, donc ça permet tous les excès, ben non. C'est là où on voit de la justice, en fait, c'est que de la haine qui se passe. Donc c'est très différent, très différent. Et à mon avis, aujourd'hui, avec l'Algérie, enfin le gouvernement algérien d'aujourd'hui, on n'arrivera pas à grand-chose. On peut toujours le demander, mais ça serait un coup d'épée dans l'eau, quoi. Peut-être dans des temps meilleurs, j'en sais rien. Mais bon, pour l'instant, en tout cas pour le Petit Lac, je ne sais pas comment on pourrait faire, puisqu'on a construit dessus des immeubles, donc je ne vois pas. Oui, il y a un jardin. Oui, ce qu'on oublie souvent lorsqu'on parle des emplacements de charniers ou de cimetières, c'est l'expansion démographique et foncière des villes. Moi, le village que j'ai quitté, Thierville, à côté de Mascara, faisait 3000 habitants en 1962. Il y a 25 000 habitants aujourd'hui. Et donc, l'expansion démographique, l'expansion des constructions font que, en ce qui concerne les cimetières, en ce qui concerne les charniers, beaucoup ont été recouverts. Général. Oui, ben à ce sujet, dans notre dernier bulletin d'info, on a cité le cas de 3 corps de dragons, de militaires français retrouvés dans un bled dans la montagne. Et pour montrer la difficulté de retrouver des corps, c'est que les habitants de ce village avaient détourné le cours d'un oued pour enterrer les morts. C'est-à-dire qu'ils ont déplacé le fond de l'oued, ils ont enterré les morts dedans, et ensuite ils l'ont complètement recouvert, ils ont détourné l'oued qui est passé à côté. Donc personne ne pouvait s'en apercevoir, sauf si on avait le renseignement qu'il y avait là quelque chose, et il a fallu fouiller sur une longue distance pour les trouver. Voilà. Donc je pense que 60 ans après, ça sera encore plus difficile, mais néanmoins, il y a d'abord le hasard, il faut quand même croire au hasard. Il y a des recherches archéologiques qui ont lieu ici ou là. Lorsqu'on construit quelque chose, il y a des fouilles qui peuvent se produire. Et puis on peut compter un jour sur la bonne volonté des dirigeants algériens dans quelques années. Un jour. Et puis, moi j'ai retrouvé dans les rapports militaires, à chaque fois que les militaires retrouvaient des corps, ils notaient... alors, avec des précisions, enfin, je ne sais pas si la précision est exacte, mais en fait, en tout cas, les coordonnées du lieu où on avait retrouvé ces corps-là. Donc, on les a. On a pour certains des coordonnées précises. Hein. Maintenant, pour y aller, pour les chercher, ça doit être un peu plus compliqué. Colette. Comme on le disait tout à l'heure, Général. Moi, je voulais simplement rebondir là-dessus en disant que toute disparition, notamment pour les militaires, mais c'est également valable pour les civils, donnait lieu à des actes de gendarmerie, à des enquêtes de gendarmerie, tant qu'il y a eu une gendarmerie en Algérie, il y en a eu jusqu'en juillet 62, et les gendarmes sont d'une précision qui n'a pas changé, et tout est identifié. Donc, on doit pouvoir trouver, mais il faut exploiter les archives, et là, il y a du travail. Très bien, Colette. Oui. Donc, il ne faut pas quand même être négatif, il faut continuer à nous battre parce qu'un jour ou l'autre, il y aura bien une ouverture et il faut y compter. Et pour répondre à quelqu'un qui posait la question d'une plaque dans les cimetières, c'est bien notre idée depuis longtemps. Si on pouvait, dans des cimetières d'Algérie, pouvoir mettre des plaques à la mémoire de certaines de nos disparus. Mais pour ça, il faudrait aussi que les cimetières soient un peu plus entretenus et c'est ce que nous essayons de relancer avec les personnes qui s'occupent notamment des cimetières en Oranie. Voilà. Et pour les cimetières d'Alger, je crois que ce serait important que l'on puisse aussi retravailler sur ce sujet. Donc, rien n'est encore perdu.
Merci Colette, j'admire toujours votre volonté et votre ténacité et votre optimisme. Alors, autre question, quels sont les... Ah, sujet qui fâche, c'est à Jean-Jacques Jordi que je demanderai de répondre. Quelles sont les préconisations de Benjamin Stora dans son rapport, comme au-delà, il semble avoir l'oreille du président de la République sur ce travail sur les disparus? En ce qui concerne le rapport de Benjamin Stora, on a été quelques historiens à faire une analyse critique de ce rapport, qui n'est pas un contre-rapport, pas du tout, hein, qui est une analyse. Maintenant, concernant les disparus, on retombe un peu sur ce que disait Jean Sévillas, c'est-à-dire qu'on a toujours cette disproportion entre des disparus d'un côté et les disparus de l'autre. Donc, bien sûr qu'une commission serait à même d'apporter des renseignements intéressants, mais pour autant qu'on arrive sur la table avec des dossiers, avec des noms, et non pas uniquement des chiffres. J'aime bien quand on me dit on a 1000 disparus. Qui sont-ils? Où sont-ils? Comment ils s'appellent? Parce que quand les associations de rapatriés disent il y a 3000 disparus, il y a des cris d'orfraie en disant mais non, c'est pas vrai, de toute manière, vous ne donnez aucun nom. Ben oui, mais l'inverse est vrai aussi, quoi. L'analyse doit être la même pour tous les disparus. Hein. Justement, il y a une dame qui parle de sa mère qui est morte le 5 juillet 62 et pour laquelle elle a qu'un jugement déclaratif de décès. Pourrions-nous avoir plus de précisions? Oui, Aurore. Plus de précision, c'est difficile parce que les gens sont raflés. Alors, on a des témoignages dans les journaux de marche et d'opération, dans les témoignages que dans les gendarmeries ou à l'armée, certains civils vont et disent voilà comment ça s'est passé, j'ai vu un tel dans tel camion. Il y avait des camions avec 10, 20, 30 personnes, des enfants aussi qui étaient emmenés. On ne sait pas où. Hein. On sait après qu'ils ont été emmenés au Petit Lac pour la plupart des cas. Mais voilà, après vraiment dans le détail, on peut savoir par des témoignages, mais là aussi c'est un peu le hasard dont parlait Général Fournier, c'est-à-dire peut-être qu'on va retrouver le nom, hein, mais peut-être qu'on ne va pas retrouver le nom, mais on aura le nom parce que ce sont des disparus qu'on a identifiés par la suite, par l'état civil, par le service central des rapatriés, et par les différentes listes qu'on a pu avoir. Je vous parle du service central des rapatriés parce que le service central des rapatriés a des archives, maintenant gérées par l'ONAC, et ce sont les archives de tous les Français qui ont été rapatriés ou qui sont arrivés en France et qui devaient établir des dossiers de rapatriement. Et dans ces dossiers de rapatriement, effectivement, on trouve mention de la disparition. Parce que la femme vient dire mon mari a disparu, il a été enlevé le 5 juillet, il a été enlevé le 15 juin, le 3 avril, etc. Et depuis, je n'ai plus de nouvelles. Voilà. Et donc là, on a aussi la preuve de ces enlèvements et de ces disparitions. Hein. Général. Oui, concernant les jugements déclaratifs de décès, quand on a un jugement déclaratif de décès, il ne faut pas s'attendre à trouver dedans des informations très intéressantes, en dehors de la partie état civil qui permet de poser la personnalité de la personne disparue, mais sans remettre en cause le travail qui a été fait par les juges qui ont prononcé ces jugements. Ils se sont souvent, alors, moi je parle pour les militaires en tout cas, ils se sont souvent basés sur de simples compte rendu de disparition établi par les chefs de corps des intéressés sans enquête et sans investigation. C'est-à-dire que c'est un constat sur pièce. On dit un tel a disparu, il n'a pas reparu au bout de tant de temps. Et dans le cas particulier de la guerre d'Algérie, les jugements déclaratifs de décès, au moins pour les militaires, n'ont pas respecté le délai de 10 ans habituellement accordé pour les personnes civiles dans les cas des disparitions, je dirais, normales, puisque dès 1963, on a, je dirais,
procédé presque au solde de l'affaire en prononçant tous les jugements déclaratifs de décès des militaires disparus de 55 à 62. En une année, on a réglé le problème. Et moi, j'ai une pile de jugements déclaratifs de décès qui portent tous l'année 63, enfin, en grande majorité. Et dedans, on a aussi au service historique les ordres donnés par le ministère des Armées au procureur pour prononcer le jugement, en lui demandant de prononcer le jugement, mais sans fournir de pièces probantes. Donc, ça ne donne aucune explication sur les circonstances de la disparition, si ce n'est qu'il y a marqué « a disparu dans les circonstances de nature à mettre sa vie en danger ». C'est tout. Voilà. Dans une guerre, forcément. Et pour les civils, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une pression sur les familles disparues pour qu'elles acceptent et pour qu'elles fassent la démarche pour qu'il y ait un jugement déclaratif de décès rapidement rendu. Alors, il y en a 63, 64, 65, 66, ça se fait de plus en plus, mais on peut en trouver encore en 1989, 90 et même un peu plus tard. Je ne sais pas si Jean en a trouvé quelques-uns. Moi, j'en ai trouvé jusqu'en 90. Hein. Et Jean, micro. Je voulais simplement rappeler que ces jugements déclaratifs de décès, pris parfois dans des délais très courts, enfin en tout cas inhabituellement courts, avaient aussi pour objectif de répondre à des situations de détresse qui étaient celles de personnes qui se retrouvaient avec, par exemple, le chef de famille, car n'oublions pas qu'à cette époque-là, une femme avait besoin, je crois, de l'autorisation de son mari ou je ne sais pas quoi. Donc, on se retrouvait avec des femmes, mères de famille, ayant des enfants dont le mari était disparu, par exemple. Mais alors, comment gérer tel et tel bien? Comment signer tel ou tel contrat? Enfin bref, c'était tout un problème que justement cette déclaration avait aussi pour objectif de faciliter. Un témoignage intéressant d'un témoin, puisque c'est un témoignage. Pourquoi le Petit Lac a été choisi pour dissimuler les odeurs de cadavres? Parce qu'à côté, une usine incinération carcasses d'animaux et dépôt d'ordures d'Oran, d'où une odeur pestilentielle continue. J'ai assisté à l'époque, en tant que CRS en déplacement à l'école du Petit Lac avant juillet 62, à une exécution de 2 personnes attachées vivantes derrière une voiture et traînées à vive allure. Nous avons reçu l'ordre de ne pas intervenir, que l'armée se chargerait d'intervenir. 1 heure après, nous avons vu arriver des camions militaires. Bien sûr, trop tard, ces 2 personnes étaient âgées et demeuraient à côté du Petit Lac. Il y a une chose, il y a une anecdote assez sinistre à ce sujet, parce que dans son livre, qui est assez, où il prend beaucoup de liberté, de liberté avec la vérité, le général Katz prétend qu'il avait envoyé un gendarme, alors paraît-il un gendarme qui avait toute la confiance du FLN, donc il l'avait envoyé au Petit Lac pour enquêter là-dessus sur ce prétendu massacre d'après le général Katz. En réalité, le gendarme en question était revenu en disant qu'il n'avait rien pu constater, qu'il n'avait rien vu d'anormal, etc. Et d'ailleurs qu'il n'y avait pas d'odeur particulière à cet endroit, puisque toute la ville d'Oran était empuantie par des grèves, enfin pas des grèves, mais enfin, il n'y avait plus d'enlèvement des ordures ménagères, si bien que l'odeur méphitique que l'on pouvait peut-être constater au Petit Lac était répandue dans toute la ville. Ce qui était un détail un peu d'humour noir, si vous voulez, c'est que le général Katz écrit dans son livre, le gendarme en question ne détecte rien malgré son flair. Toujours le même témoin qui a parlé du Petit Lac tout à l'heure et des 2 personnes. Les constructions autour du Petit Lac sont impossibles puisque le lac s'étale au moment de fortes pluies. Donc, on peut faire des recherches. Par contre, est-ce que les cadavres n'ont pas été mélangés avec les carcasses d'animaux de l'usine jouxtant le Petit Lac ou dans le dépôt d'ordures?
C'est pourquoi la banque ADN. C'est pour ça que la banque ADN est très importante, ce que rappelle Colette. Juste deux questions de rappel. Des personnes demandent qu'on précise, d'une part, si le général de Gaulle a donné l'ordre à l'armée de ne pas intervenir pendant le massacre d'Oran. Et une autre question qui dit comment le général de Gaulle a-t-il considéré le massacre du 5 juillet dès qu'il en a eu connaissance? Et l'interlocuteur cite un échange qu'il aurait eu avec le fils du Premier ministre Alain Pompidou, qui aurait dit pour le général ce n'était qu'un avatar. Ça, c'est sans importance. Voilà, donc... Jean ? Oui, non, je pense que notre ami, le professeur Pervillier, est le plus qualifié pour répondre précisément. Oui, pardon. Ben, dans mon texte, j'ai rajouté 2 notes pour essayer de préciser un peu ce point. Mais alors, je cherche en ce moment l'endroit précis où sont ces notes. Bon, pourtant... C'est bien en note de mon texte, mais alors là, je sais plus à quel endroit. Il y a eu une séance du comité des affaires algériennes où le général de Gaulle avait, ça c'est dans le livre du général Fèvre, le général de Gaulle avait dit, après l'indépendance, les conflits qui pourront se produire en Algérie ne nous concerneront plus. En attendant que M. Pervillier... nous, dans le film, on avait... sans répondre directement, mais l'énarque de service qui était, je crois, M. Gotcho, qui était l'adjoint général Katz. Ah oui, c'est là. Pas l'adjoint. Enfin, un des collaborateurs. Non, un membre de son secrétariat. Un membre de son secrétariat. En tout cas, lui confirme qu'on leur a donné l'ordre de ne pas intervenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé au-dessus de Katz, ça? Pardon. Oui, c'est ça, c'est au-dessus de Katz. En ce qui concerne donc la question de savoir si le général de Gaulle a été informé de ce qui se passait donc le 5 juillet à Oran, alors il y a dans le livre du général Katz, il n'y a rien qui permette de le dire, mais suivant un témoignage donc qui a été apporté par, le colonel Robert Fourcade, qui a eu un entretien avec le général Katz, c'était je crois vers 1972 à Barcelone. Donc le général Katz a répondu à la question du colonel Robert Fourcade. Le 5 juillet, des exactions dont ont été victimes un grand nombre de citoyens français à Oran. J'ai téléphoné personnellement au général de Gaulle pour lui rendre compte de ces assassinats et pour lui demander si je pouvais faire intervenir les troupes placées sous mon commandement afin de rétablir l'ordre dans la ville. Le chef de l'État m'a répondu simplement « Surtout, ne bougez pas » et une fois de plus, j'ai obéi. L'agonie d'Oran, tome 2, page 49. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a aucune indication de l'heure et c'est évidemment important. Or, ce que l'on sait, c'est que ce jour-là, à partir de 15 heures à peu près, il y avait une réunion du comité des affaires algériennes. Et une réunion qui a été, paraît-il, assez brève. Supposons que ça ait duré 1 heure, pas plus. Et donc, dans le compte-rendu de cette réunion et dans les notes du secrétaire général du gouvernement, il n'y a rien sur ce qui serait censé se passer à Oran. Mais d'autre part, j'ai retrouvé, dans le livre du général Jouot, ce que je n'ai pas dit, paru en 77, note 3, page 312, le général Jouot écrit « Je commets probablement une erreur en disant que Katz a pris vers 17 heures l'initiative de faire intervenir l'armée. Si j'en crois l'éditorialiste de l'Écho d'Oran, de l'Écho de l'Oranie de juillet 76, l'ordre de faire cesser le feu fut donné par Paris, message capté à la poste centrale vers 16h30. » Et là, donc, ce serait, je pense, après la réunion du comité des affaires algériennes. Et donc, peut-être que le coup de fil du général Katz aurait été reçu, non, logiquement, peut-être a-t-il été reçu avant la réunion du comité, mais le général de Gaulle n'en aurait rien dit. Alors, peut-être qu'il a fait cette réponse, mais peut-être qu'après la réunion, il y a eu de nouveaux contacts et que cette fois-ci, l'ordre a été donné
de faire sortir les gendarmes et d'arrêter le feu. Mais Jean Monneret et Jordi pourraient en dire plus. Général, Jean-Jacques et Jean. Oui. Parce que vous avez étudié cette question de près sur les horaires, etc. Moi, je voudrais simplement vous donner quelques éclairages venant d'un militaire sur comment l'armée peut intervenir dans des circonstances de ce genre. Je voudrais d'abord rappeler que sur l'ensemble du territoire algérien, les troupes françaises étaient consignées dans leur quartier pour la journée de l'indépendance, le 5 juillet. Elles étaient consignées parce qu'on redoutait effectivement qu'il y ait quelques you-you excessifs et que tout le monde s'énerve. Voilà. Donc, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que même quand on est investi d'un commandement comme celui qu'avait le général Katz, et je ne juge pas l'individu, on ne prend pas ce genre de décision d'intervenir et d'outrepasser les ordres que l'on a sans se en référer à l'échelon supérieur et à l'échelon très élevé. Il faut quand même rappeler à cette époque-là que le général de Gaulle avait fait condamner à mort 2 officiers généraux et qu'il n'était pas loin de les exécuter. Donc, quand on n'obéissait pas au général de Gaulle, le coup près pouvait passer très près. Hein. Bon. Donc, il faut se mettre dans cette ambiance-là pour comprendre aussi l'attitude du gars qui se dit « je fais pas », etc. Bon. Ensuite, je pense que les renseignements concernant la journée du 5 juillet, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des tas de militaires français qui ont continué à vaquer, malgré la consigne, à leurs occupations de service courant. C'est-à-dire aller faire des courses, aller au marché, le ramassage des cadres en ville. Moi, j'ai des témoignages de soldats disparus parce qu'ils ramassaient les cadres en ville. Bon, le 5 juillet. D'autres qui, ce jour-là, avaient une permission pour déménager leurs affaires personnelles. L'adjudant Guilhem. Bon. Donc, il n'y avait pas vraiment de menaces qui pesaient et donc il n'y avait pas de dispositions qui avaient été prises. Et enfin, là, je rentre dans la technique. Je crois que les premiers drames se sont produits en fin de matinée, vers 11h30 ou midi, je crois, hein, et que la réaction, les premiers militaires qui sont arrivés sur le terrain, c'était vers 17h. Bon. Eh bien, c'est le délai qu'il faut pour réagir dans des circonstances comme ça. On ne mobilise pas des troupes en leur donnant, on leur dit pas aux troupes, allez vous sortez, puis vous nettoyez tout ça. Si on avait dit ça, on aurait eu un massacre extraordinaire. Il faut considérer la chose, il faut savoir où on va, il faut savoir qui on va affronter, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va tirer, est-ce qu'on ne va pas tirer. C'est très difficile. Bon. Et ça ne se fait pas dans la minute. Il faut un délai d'intervention. J'ai vécu quelque chose, c'est pas la même chose, mais un peu du même genre en ex-Yougoslavie à Sarajevo, avec un incident. Je vous assure qu'on ne fait pas sortir une troupe militaire sans lui avoir bien cadré la chose. Bon. Et quand on ne sait pas ce qu'on a en face, c'est très difficile. Donc, je ne prends pas là la défense de ceux qui n'ont pas pris les ordres, mais je dis il faut relativiser et se mettre dans le contexte. Ce n'est pas au coup de sifflet, on n'est pas à la télé, hein, il n'y a pas une lampe rouge qui s'allume et puis on ne démarre pas tout de suite. Voilà. Et je terminerai juste en disant que les déclarations qui ont pu être faites par les témoins ultérieurs, surtout actuellement, à l'époque, ils étaient petits gradés. Bon. Donc, ils n'avaient aucune notion de ce qui se passait à haut niveau. Donc, dire ce que pensait le général Katz aujourd'hui, 60 ans après les faits, ça ne peut être le témoignage que de personnes qui étaient des petits gradés et ils ne peuvent pas savoir ce que pensait réellement le général Katz, même s'ils ont vécu dans son intimité. Jean-Jacques. Oui, sauf tout de même que le général Katz a écrit des mémoires et que quand on compare les mémoires avec ce qu'il a signé et ce qu'il a vu en juillet 62, il y a une différence. Il dit par exemple dans ses mémoires je suis allé faire un tour en hélicoptère, etc. Et en fait, quand on regarde ce qu'il a écrit et qu'il a signé, c'est pas lui qui y va, il ne va pas du tout. Il envoie quelqu'un qui fait un petit tour. Il ne s'est rien passé, quoi. Voilà. Mais en même temps, le général Katz reçoit régulièrement à partir de 10h20, il reçoit des télégrammes dans la salle d'opération du 24e corps d'armée à Oran. Donc, il est au courant de tout. Il y a un code, le code Pétunia. Alors, il est au courant de ça. Il n'est pas au courant de tout, il est au courant des premiers incidents qui apparaissent. Oui, mais le temps qu'on en mesure l'ampleur, c'est autre chose. Oui, mais 11h20, 11h30, midi 5, midi 10, midi 10, midi 15, 12h15, 12h18, enfin, toutes les 2 ou 3 minutes, il y a et ça c'est important parce qu'à un moment donné il dit nombreux coups de feu dans Ravin, Raïs Alaïn, population européenne se replie, vive allure
provenant du 17e BCP. Non, mais je suis d'accord, mais on dit on fait rien. Je suis d'accord avec toi, mais moi, pardon, ce que j'ai découvert, et je ne suis pas historien, mais on voit ce journal, effectivement, où ça tombe toutes les minutes. On a eu des témoins de gens désappelés, on leur dit « n'ouvrez pas les grilles ». Donc, les gens viennent derrière les grilles, on leur dit « n'ouvrez pas », et les gens, ils sont en train de tomber ensanglantés. Alors, je sais bien qu'il y a des règles militaires, et heureusement, mais entre 9h du matin, 11h, où ça commence à se déglinguer, et 17h, quels que soient les process que j'imagine normaux, on n'est pas dans des circonstances normales, et 700 personnes vont crever, quoi. Je veux dire, c'est surtout ça, c'est des égorgements dans la rue, dans les garages collectifs qu'on aurait pu éviter, et des gens à qui on n'ouvre pas. Georges Marc. C'est vrai, il y a eu Le micro, mettez le micro. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a sûrement eu des tas de fautes, et notamment au niveau des chefs. Mais je vous demande de vous resituer dans l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable, où il n'y avait pas le téléphone partout, dans tous les endroits, et où quand quelqu'un constatait un événement, ben, il rendait compte par la voie hiérarchique, et on le voit très bien, comme vous le soulignez, dans tous les comptes rendus qui arrivent. Et alors effectivement, au bout d'un moment, on décèle ce qu'on pourrait appeler un nuage d'événements, mais de là à se rendre compte qu'il y a un massacre en train de se produire, c'est très difficile, à mon avis, c'est très difficile. Et même si on s'en rend compte, vers midi, eh bien, le temps qu'on se retourne, qu'on donne les ordres et qu'on précise les objectifs, les missions, etc., mais il est 4 heures de l'après-midi. Je suis désolé. Et entre-temps, je suis désolé aussi, j'en suis profondément attristé, il y a 700 morts, c'est vrai. Bon, mais il faut le temps. C'était pas en l'occurrence, c'était pas des pompiers qui étaient sur place. C'était les troupes dans la casernement qui, je vous le dis, vaquaient à leurs occupations tout à fait normales, peut-être faisaient du sport ou étaient en chambre en train de rien faire, qui n'étaient pas forcément en tenue. Tout ça, ça demande du temps pour s'équiper, percevoir l'armement. Est-ce qu'on prend l'armement lourd? Est-ce qu'on ne prend pas l'armement lourd? Est-ce qu'on prend de l'armement léger? Est-ce qu'on ne prend pas l'armement... C'est ça qu'il faut voir. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Surtout que, je vous répète, les consignes étaient qu'à partir de cette date, c'était l'Algérie qui menait toutes les opérations de maintien de l'ordre dans le pays. C'était affirmé. Et personne ne voulait prendre le risque de créer un incident qui aurait été qualifié de diplomatique à l'époque. Hein. Il y a deux voilà, musulmans dont j'ai oublié le nom, oui. Témoigné, qui ont délibérément... Oui, oui. Eh bien, non, je regrette, ils n'ont pas rompu les ordres. Eux ont agi. Quoi. Non, mais je vais vous dire pourquoi. C'était 2 officiers qui encadraient des unités de la force locale exact. mises à la disposition de l'exécutif provisoire pour précisément maintenir l'ordre. Et donc, ces unités obéissaient à l'exécutif provisoire et avaient pour mission de maintenir l'ordre. Les troupes françaises n'avaient pas de mission de maintien de l'ordre à ce moment-là. Non, c'était des... Non. Ce sont 2 officiers. Deux officiers français. Quand vous intervenez, prenez le micro, sinon on n'entend rien. Ce sont 2 officiers français. Ce sont français de nord-africaine. Oui, des musulmans qui avaient été versés dans la force locale. Qui encadraient. Ce sont 2 officiers de français de souche nord-africaine qui encadraient 2 unités de ce qu'on a appelé les UFO ou les UFL, unités de force de l'ordre ou force locale, qui avaient été mises sur pied à partir de régiments de l'armée française, mais composés uniquement de soldats nord-africains qui faisaient leur service militaire, c'était des appelés, avec une trentaine d'Européens par unité pour assurer les missions techniques, hein, et qui étaient chargés, qui avaient la mission de maintien de l'ordre. Voilà. Et ces gens-là sont intervenus dans le cadre de cette mission. Est-ce que je peux dire un petit mot, parce que Georges Marc, rappelez-vous que dans le film, il y a un moment, on voit le journal de marche, nous l'avons photographié. Donc, ce que vous avez dit là, c'est-à-dire les dépêches qui arrivent dans le centre de commandement, c'est apparu dans le film. Et je rappelle néanmoins que tout le monde apparemment semble l'avoir oublié, mais dans ce journal de marche, il est indiqué aussi très précisément que à 14h30, apparaissent dans le centre d'Oran des forces de 2e catégorie. C'est important aussi, ça. Ce que les gens n'ont pas vu, c'est la troupe. Mais les gendarmes mobiles avec des engins blindés, on les a vus à 14h30. Ils ont d'ailleurs eu l'ordre de se replier. Les blindés ont eu l'ordre de se replier une demi-heure après. Mais les gendarmes ont maintenu des... comment on appelle ça ?
Monsieur Monneret souligne un point très important, c'est la différenciation des forces. Il a parlé de forces de deuxième catégorie. Les forces militaires sont des forces de troisième catégorie qui n'interviennent qu'après les forces de deuxième catégorie. Qu'après. Parce que on le voit bien avec le problème actuellement du maintien de l'ordre en France, hein, c'est confié à la police, à la gendarmerie, et même dans la police, il y a 2 niveaux, et les armées n'interviennent qu'en 3e niveau. C'est-à-dire que le jour où les armées interviennent, c'est que ça va très très mal. Bon, alors effectivement, ça allait mal, mais ce n'était pas évident pour tout le monde. Je ne dis pas tout cela pour défendre le général Katz ou les autorités qui, sur place, à ce moment-là, n'ont pas forcément toutes fait leur travail avec la vivacité qu'on voudrait qu'elles aient eue, hein, mais je dis ça parce que moi, j'en ai, en tant qu'officier de notre armée, j'en ai un petit peu marre qu'on fasse peser le poids de toutes les bêtises qui ont été faites en Algérie sur l'armée. Bon, quand c'est l'enlèvement de Hodin, on dit « ah, c'est les militaires ». Quand c'est la fusillade du 26 mars, on dit « ah, c'est les militaires ». Quand c'est le 5 juillet, on dit « ah, ben, c'est des militaires qui n'ont pas fait ce qu'il fallait ». Bon, j'en ai un petit peu assez et je trouve que c'est injuste vis-à-vis des militaires français dont 25 000 ont laissé leur vie en Algérie pour défendre l'Algérie française. Est-ce que je peux poser une question, vu mon ignorance là-dessus? Est-ce que la compagnie du 2e zouave, qui était cantonnée à l'école Jules Ferry, c'est une 2e catégorie, une 3e catégorie? 3e catégorie. Alors là, le capitaine Krogenek, qui commande la compagnie de 2e zouave, cantonnée à l'école Jules Ferry, rédige un rapport au soir du 5 juillet, et il précise effectivement qu'il est intervenu. À 13h20, de la terrasse de l'école, les militaires font part à leur capitaine que des Européens sont conduits main sur la tête vers le commissariat central, situé à 300 mètres du lycée. Krogenet sait qu'il doit intervenir, malgré les ordres stricts de consignes qui sont donnés, et qu'ils ont déjà depuis mi-avril. Vous ne devez pas intervenir. Et donc, il décide de se rendre en jeep avec 3 hommes, 3 militaires, et en fait, il va sauver comme ça, alors lui, il dit plus de 100 personnes. Voilà. Un peu plus tard… N'oublions pas que c'est une exception. Hein. Non, ce n'est pas une exception. Le lieutenant Louchard, la première compagnie du 75e régiment d'infanterie de marine, intervient aussi sur la route de la Sénia, c'est là où ils sont près du collège technique et la gare routière. Ils apprennent qu'il se passe quelque chose, ils interviennent à 16h contre les ordres stricts. Idem est du lieutenant Rabat Khelif, qui commande la 4e compagnie du 30e BCP, bataillon de chasseurs portés. UFO. Qui appartient. Bon. Oui, mais ça veut dire qu'il y en a 2 quand même de catégorie 3 et un de catégorie 2. Donc la catégorie 3 intervient aussi malgré les ordres stricts. Parce que je vous dis, de temps en temps dans l'armée, il faut savoir désobéir, mais à bon escient. Oui. Non, mais enfin, c'était quand même très exceptionnel. Hein. Il dit qu'après la guerre, il a convaincu le général de Gaulle qu'on pouvait désobéir. Je sais pas, je connais mal l'histoire militaire. Le général de Gaulle était bien placé. Non, mais après-guerre, justement. Est-ce qu'il n'y a pas un principe dans l'armée, je ne suis pas du tout militaire, qui consiste à refuser des ordres illégitimes? Je crois que ça existe. Ça existe depuis la fin de la guerre d'Algérie, où le règlement a été changé pour permettre aux militaires de contester un ordre qu'ils jugent illégal. Qu'ils jugent illégal. Ils ont intérêt à avoir les reins bien solides pour juger un ordre illégal. Non, la libération, non. Mais moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans ces affaires-là, il faut aussi se mettre à la place. Les commandants d'unité qui ont réagi, qui ont pris des initiatives, ont bien fait, bien sûr. Hein. Mais il faut aussi être sûr de la troupe qu'on emmène. Bon, il faut être sûr que les soldats qu'on emmène, parce que si on emmène des soldats inexpérimentés, et c'était quand même le cas de beaucoup de jeunes Français qui faisaient leur service et des appelés, hein, on le voit bien dans l'affaire du 26 mars, hein, quand on emmène une troupe inexpérimentée rétablir de l'ordre en ville face à des civils, on peut aboutir à des catastrophes. Bon. Donc si on a vu le 26 mars. Si on ne sent pas sa troupe, on n'y va pas. Ça fait aussi partie de ça. Hein. C'est vrai. Bien, je suis désolé d'interrompre ce dialogue d'experts en commandement. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant et très compliqué. Bien, donc la demi-journée de notre colloque s'achève. Je suis très content de voir que nous avons eu près de 130 personnes connectées, apparemment la technologie a bien marché, a fonctionné.
Donc, nous allons arrêter ce colloque tout de suite et nous reprendrons à 13h45.